mesdames, messieurs. Il m'incombe de vous accueillir pour cet atelier, cet afterwork, cette table ronde de la Fédération des tiers de confiance du numérique à propos de la facture électronique. Je vous présenterai en deux mots et très rapidement, sauf si vous avez des questions plus précises, ce qu'est la Fédération, ce qu'est notre Fédération des tiers de confiance du numérique, qui a été créée en 2001, au moment de l'avènement de l'écrit électronique, et donc du démarrage de l'utilisation de ces pièces nativement numériques qui, 20 ans après, se sont énormément développées. Et donc, nous avons créé cette fédération avec des professions réglementées, donc, qui est une profession réglementée comme des commissaires de justice, qui s'appelait encore ici à l'époque, des experts comptables, les greffiers des tribunaux de commerce, peut-être les commissaires aux comptes, je ne sais pas, Stéphane, peut-être au démarrage. La Caisse des dépôts et consignations et des acteurs spécialisés de la dématérialisation, ce qui est devenu le marché de la dématérialisation, qui n'était vraiment pas un marché à l'époque-là, qui était vraiment basé sur des initiatives innovantes et relativement peu nombreuses. Donc des prestataires de services qui sont devenus des prestataires de services de confiance, des éditeurs de logiciels qui permettent de mettre en place ces services de confiance, des experts avocats, comme le cabinet Caprioli qui était là dès la première heure, des consultants, des experts consultants, des consultants des divers sujets touchant la dématérialisation, des institutionnels, donc des professions réglementées, je les ai citées, la Caisse des dépôts, j'ai cité, et donc d'autres institutions regroupées dans un collège particulier, je vais parler d'architecture rapidement. Et puis voilà, au début c'était ça, les 4 collèges de la Fédération des tiers de confiance du numérique, qui aujourd'hui travaillent autour de nombreuses expertises, qui sont l'archivage et le coffre-fort électronique, la signature électronique, la facture électronique, qui va nous occuper ce soir, l'identité numérique, le vote électronique, la finance et les applications de dématérialisation autour de la finance, donc on appelle chez nous e-finance, la blockchain, depuis sa création, avec un groupe de travail assez actif et des acteurs qui sont concernés, la santé numérique, e-santé, les problématiques autour du RGPD, le règlement général de la protection des données, et enfin le KYC, donc l'identification des acteurs, notamment au niveau du domaine bancaire, mais dans d'autres métiers où cela est nécessaire. Donc aujourd'hui la FNTC c'est 160 adhérents environ, regroupés en 5 collèges. Les collèges que j'ai cités tout à l'heure, donc prestataires de confiance, prestataires et éditeurs de services de confiance qualifiés ou certifiés ou labellisés. Donc on a une liste précise qui nous permet de passer des acteurs, d'accepter les acteurs dans ce collège numéro 1. Les autres acteurs de la confiance numérique, les experts juridiques et autres experts conseils, les professeurs, les institutionnels, on appelle ça comment ce collège institutionnel, hein, c'est ça le 4 ? C'est ça. Les institutionnels. Et enfin un nouveau collège, qui est le collège des utilisateurs, qui s'est largement développé notamment à l'initiative du groupe e-finance, puisque nous avons de très grands établissements bancaires dans ce collège. Je ne vais pas les citer, je ne vais pas faire de pair, mais je crois que les plus grandes banques françaises en font partie, certaines des plus grandes banques françaises en font partie. Il y a aussi une pépinière qui nous permet d'accueillir des startups innovantes qui n'ont pas encore les capacités financières d'une adhésion et d'une participation pleine et entière à la fédération, mais qui peuvent nous rejoindre dans des conditions avantageuses dans la pépinière de la FNTC. Et certains ont démontré leur capacité à grandir et ont rejoint ensuite les collèges 1 ou 2 de notre fédération. Donc, si vous n'avez pas de questions particulières à propos de la fédération, et que je n'ai rien oublié, notre responsable de la communication est présent, donc François Dupoyer pourra répondre à des questions plus précises ou des demandes d'adhésion s'il y a des volontés d'adhésion à notre fédération. Je vous remercie et je vous laisse entre de très bonnes mains expertes. C'était magnifique. Merci beaucoup, Alain. Oui, il a demandé, il n'y en avait pas. Vas-y, François. Merci beaucoup déjà d'être venu.
Et donc il y aura devant vous 4 intervenants. Amélie Fraisier, responsable des partenaires stratégiques de Security.com. Pascal Agosti, avocat associé au sein du cabinet Camille et Associés. Laurent Canaret, Product and Solution Manager de Worldline. Et Quentin Mani, directeur commercial et CRS du groupe DocaPost. On va faire cette présentation sous forme de questions. La dernière fois, je pense que la plupart d'entre vous étaient déjà là à notre dernière présentation. Donc, vous l'avez bien compris, l'impact que ça va avoir, il est important, 4 millions d'entreprises, d'accord, et ça va induire des changements, hein, parce que forcément, c'est pas que des changements dans le sens où il faut, il y a une obligation, il faut s'y contraindre, c'est pas ça. Il va y avoir des changements au niveau de vos procédures, au niveau de comment est-ce qu'aujourd'hui vous traitez la facture. Ça veut dire quoi? Ça va induire un mot qui souvent peut faire peur ou pas, mais ce qu'on appelle la conduite du changement auprès de nos collaborateurs. Et ça, c'est important. D'accord? C'est presque quelque chose auquel aujourd'hui les entreprises ne pensent pas forcément, parce qu'aujourd'hui elles pensent, ok, il y a une réforme, il y a des obligations, oulala, attention, il va falloir se conformer, mais pas que. Attention, parce que tout ça, ça va induire des changements derrière de procédures, des changements métiers, et c'est ça le réel impact que ça va avoir. Bien évidemment, moi personnellement, j'espère que mon directeur général ne va pas me taper pour dire ça, mais moi je mets ma main à couper que effectivement cette réforme, elle aura des bénéfices pour les entreprises. C'est certain. Pourquoi? Parce que la dématérialisation aujourd'hui et depuis longtemps, hein, parce que la dématérialisation, il ne faut pas oublier quand même que ça commence dans les années 60 avec l'EDI dans le secteur automobile. Si ça a été mis en place dans les années 60, si ça a été développé jusque maintenant, c'est que ça a des intérêts et ça représente des bénéfices pour les entreprises. Donc oui, il y aura des bénéfices, ça c'est certain. Parmi ces bénéfices, on va pouvoir compter, ce sont des choses bateaux que l'on retrouve souvent, le gain de temps, la réduction des erreurs, le gain de coûts, la réduction des coûts, ce genre de choses. Alors, on va même pouvoir parler de protection de l'environnement, même si bon, là-dessus, je ne mets pas ma main coupée par contre, mais effectivement, il y a des bénéfices et les entreprises le verront sur le long terme. Oui, sur les coûts, quel est le niveau de coût? Alors, le passage à la dématérialisation, directement, ça va nous apporter, et c'est un constat de la DGFiP, qui s'appuie elle-même pour faire ce constat dans son rapport la TVA à l'ère du digital de fin 2019. La DGFiP s'appuie sur des études pour dire, bon, le passage à la dématérialisation des factures, ça va représenter une réduction des coûts de 50 à 75% par rapport à la facturation papier. Voilà, donc il y a un coût quand même considérable, enfin un gain considérable. Alors, c'est la question, j'ai envie de dire, c'est la recherche de l'arche perdue d'Indiana Jones. Hein. Mais heureusement qu'aucun mystère ne reste sans solution. En fin de compte, dès qu'on passe à la facturation électronique, on a 50%. On a 50% parce que la facture, elle se décompose. Hein, c'est-à-dire que le coût de la facture papier par rapport à la facture électronique, c'est pas que le papier, l'affranchissement. C'est tout ce qui nous permet de traiter la facture. Comment est-ce que je reçois ma facture? J'ouvre mon enveloppe, ça prend du temps. Le système de validation, le système de paiement, la gestion des litiges, c'est tout ça qui conforme un coût. Donc le faire passer en facture électronique, déjà ça représente un coût de 50%. Arriver aux 75% de ROI, c'est ça qui est intéressant. Et bien en fait, comment est-ce qu'on y arrive? On y arrive justement en allant récupérer un supplément de ROI justement sur ces phases métiers. Par exemple, sur la facture entrante, la facture d'achat, le poste le plus important sur la facture papier, c'est 5 € sur 14 € que vaut une facture papier. Vous avez 5 € qui n'est consacré qu'à la validation de la facture. C'est-à-dire le fait de dire, ok, j'ai une facture, mais il faut quand même que je valide, est-ce qu'elle est correcte cette facture par rapport à la commande que j'ai passée ou pas? Et bien tout ça, déjà, c'est un poste hyper important. Donc si on peut aller automatiser ce processus-là,
on va se rapprocher de ce 75% de ROI. Donc c'est là tout l'enjeu. Donc aujourd'hui, dans la présentation qu'on veut vous faire avec ces questions-réponses, c'est voir justement comment est-ce que les entreprises vont pouvoir aller chercher ce 75%, quelles sont les réelles valeurs ajoutées. D'accord ? C'est ça le but de notre intervention aujourd'hui. J'ai envie de dire, il y en a un. C'est que moi je comprends. Parce que moi je vous dis, vous en tant qu'entreprise, vous êtes assujettis à la réforme, attention, préparez-vous, etc. Mais en fait, moi aussi, hein, moi je travaille dans une entreprise, on est assujettis à la TVA, on doit faire la même chose. Donc effectivement, on peut tous comprendre qu'on a une contrainte parce qu'on nous oblige à faire quelque chose que peut-être nous n'avions pas prévu de faire maintenant. Parce que peut-être, aujourd'hui, notre SI, il n'est pas homogène. Et puis, avant de partir sur un projet de démat, on avait prévu, je ne sais pas moi, d'homogénéiser nos ERP, etc. On avait prévu de faire d'autres chantiers. Et là, bon, on a un petit peu notre calendrier qui est chamboulé, on est obligé de le faire. Dès qu'on est obligé de faire quelque chose, c'est une contrainte. Mais attention, parce qu'en fait, le réel risque ici, il ne va pas seulement porter, c'est ce qu'on disait au début, hein, le réel risque, il ne va pas seulement porter sur les aspects technologiques. Le réel risque, il va aussi porter sur la conduite du changement. Parce qu'on a dit, hein, ça va changer toutes vos méthodes de travail. Et ça, on le sait, dans les entreprises, faire adhérer nos utilisateurs, nos collaborateurs à un nouveau projet, dans certaines entreprises, ça se passe très bien, mais dans d'autres, c'est un petit peu plus compliqué. Donc le réel risque là qu'il va y avoir, c'est de ne pas s'y prendre assez tôt. Parce qu'on le sait, quand on a un changement à réaliser, plus on s'y prend tard et plus on s'y prend dans la précipitation, moins on va pouvoir fédérer autour de nous et autour de ce changement. Or ici, c'est une obligation. Donc c'est une obligation aussi pour nous, dans les entreprises, de fédérer autour de ce changement. Donc le risque, c'est de ne pas commencer assez tôt à s'y préparer. Bonjour à tous tout d'abord, je suis ravi d'être présent devant vous. Donc comment aujourd'hui mener ce type de projet avec une intégration forte et pourquoi? En fait, si vous choisissez de passer par une plateforme privée, un opérateur de dématérialisation, de PDP surtout, c'est pour en tirer un maximum d'avantages. Ne pas juste se mettre en conformité, mais aller au-delà de cette mise en conformité réglementaire et vraiment en tirer un maximum d'avantages en utilisant toutes les capacités des plateformes. Il faut savoir que la majorité de ces plateformes sont des acteurs historiques qui traitent de la dématérialisation depuis assez longtemps et qui, par nature, ont développé des connecteurs très profonds qui vont s'intégrer dans vos sites. Concrètement, au niveau de ces connecteurs, on va parler de connecteurs natifs avec les ERP, on va parler d'API exploitables en temps réel, on va parler de dialogue avec vos différents systèmes d'information. Pourquoi? Pour qu'on puisse traiter la facture et avoir les informations en temps réel directement lorsqu'on va la recevoir ou lorsqu'on va la mettre. C'est très important parce que on ne va pas perdre de temps, on va pouvoir automatiser les contrôles, prendre des décisions avec des arbres décisionnaires qui sont du coup automatisés, tout ça dans le but d'aller au-delà de la mise en conformité et surtout de profiter d'un projet de dématérialisation pour automatiser et vraiment déployer un maximum de processus digitaux. On va également pouvoir s'imbriquer au cœur de votre métier. Comment on va s'imbriquer au cœur de votre métier? On va pouvoir calquer l'organisation des entreprises au cœur de ces plateformes qui possèdent des IHM web, qui sont disponibles aux différents comptables, aux différentes personnes qui traitent la facture chez vous. Et on va pouvoir du coup les positionner dans les processus d'intervention sur la plateforme pour que du coup le traitement de la facture se fasse au bon moment, au bon endroit et que du coup le cheminement soit fluide. Et puis dernier point va concerner l'archivage de la valeur probante. Les plateformes PDP, plateformes de dématérialisation partenaires, vont proposer ce service d'archivage à la valeur probante qui est différent de celui proposé par l'administration, qui est un archivage certifié, un archivage avec un cachet, un eurodatage, qui vous garantira la valeur probante du document. Bonsoir à tous. Il faut bien comprendre que les PDP, donc les plateformes dématérialisées privées ou partenaires, vont être très proches en termes de proposition de valeur sur l'accompagnement des entreprises. L'un des premiers accompagnements qui va être réalisé, ça va être de comprendre comment cette mise en conformité va s'intégrer dans l'entreprise.
Mais souvent, quand on parle d'entreprise, et puis il faut bien avoir en tête qu'il y a potentiellement des filiales, il y a potentiellement des directions régionales. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un écosystème, un historique, un legacy qui existe et qu'il faut appréhender. Derrière ça, il y a potentiellement plusieurs ERP, il y a des CRM, il y a des systèmes comptables. Donc je dirais que la première approche du PDP en différenciant est l'accompagnement. La seconde approche, c'est aussi de prendre en compte les spécificités propres à l'entreprise. Pour certains secteurs, il existe des flux existants, type EDI, et les PDP ont vocation ou peuvent assurer finalement le maintien de ces flux existants. Il peut y avoir aussi des contrôles métiers spécifiques qui sont apportés par rapport aux business de l'entreprise et qu'il convient de garantir et de reprendre. Donc il y a vraiment une phase de conseil qui est primordiale. Ensuite, dans la loi de finances, en termes d'accompagnement, il y a l'accompagnement à la piste d'audit. Tout ce qui va se passer, que ce soit une facture entrante ou une facture sortante, il faudra bien évidemment historiser sur la facture chaque événement pour que la piste d'audit fiable puisse être mise en place, que ce soit en analyse ascendante ou descendante. Enfin, dans l'accompagnement de la PDP vis-à-vis de cette entreprise, il y a tout simplement le rôle de garantir la transmission. Quand celle-ci va être transmise à un tiers, que ce soit la plateforme publique ou notre PDP, il faut bien garantir cette remise, qu'elle soit effectuée. Il faut aussi garantir la gestion des échecs techniques qui peuvent arriver. Il y a bien évidemment offrir une perspective par rapport à l'entreprise qui n'est pas uniquement dans un business franco-français, et il y a bien aussi un chantier d'interopérabilité à l'étranger. Donc utiliser des réseaux type PayPal pour transmettre la facture ou la recevoir font également sens. Ce qui est donc important, c'est que les PDP jouent un rôle d'accompagnement au plus proche des besoins de l'entreprise. La question est tout à fait pertinente, puisqu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que suivant la typologie du prestataire, les obligations découlant du régime fiscal seront différentes. Un opérateur de démat, qu'est-ce que c'est? Un opérateur de démat, c'est un prestataire qui va vous apporter une valeur ajoutée sur des éléments que vous allez automatiser, des tâches que vous allez automatiser autour de la gestion de vos factures, qu'elles soient à niveau reçu, mais qui, en aucune manière, ne sera là pour transmettre la facture ou les données de facturation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, le critère distinctif sera, pour l'opérateur de dématérialisation, ça peut être un éditeur de logiciels ERP par rapport à des outils de gestion comptable ou commercial. Enfin, ce genre d'éléments, donc des acteurs qui travaillent sur dans le circuit de la facturation, mais uniquement, je dirais presque le plus souvent en interne. Ça, c'est les opérateurs de démat. Les PDP, les prestataires, les plateformes de dématérialisation partenaires, c'est en plus c'est écrit là. Hein. En fait, parce qu'à chaque fois quand vous avez PPF, c'est le portail, et la PDP, c'est la plateforme. Donc il faut faire une petite gymnastique, c'est pas toujours évident. Vive les orthophonistes. Vive les orthophonistes, tout à fait. Donc par rapport à ces PDP, c'est beaucoup plus simple comme ça. Ce qu'il faut que vous ayez à l'esprit, c'est que eux, contrairement aux opérateurs de l'EMAT, eh ben, ils ont tout à fait la faculté d'effectuer les transmissions de factures, que ce soit vers une autre PDP ou vers le PPF, et surtout, ils sont immatriculés. Elles sont immatriculées pendant 3 ans. Donc, elles ont respecté un cahier des charges que l'on retrouve décrit dans le décret et l'arrêté du 7 octobre 2022, et dans lequel vous allez pouvoir savoir comment être immatriculé. Actuellement, il n'y a pas encore de PDP immatriculé, mais de nombreux prestataires, notamment au sein de la FMTC, seront prêts au moment opportun. Je pense que ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. Donc, comprendre 2 types d'acteurs, opérateurs de démat et PDP, et ce que cela signifie pour nous, ce sont des garanties et surtout un contenu de contrat
qui devra être différencié en fonction de cette typologie d'acteurs. L'intérêt juridique, c'est un truc tout basique. C'est un transfert partiel, vous le noterez quand ça va apparaître, c'est en rouge, de responsabilité contractuelle. Pourquoi? Ayez à l'esprit que l'assujetti est toujours responsable du paiement de la TVA et des différentes obligations fiscales devant l'administration. Toutefois, le fait de passer par un de ces magnifiques prestataires va vous permettre... PDP. Oui, mais là j'ai dit prestataire. Donc c'est un prestataire qui tient une plateforme. Voilà. Là ça allait. Une plateforme PDP. Voilà, une plateforme PDP. Parce que là on a switché des plateformes privées au PDP, là on est sur la PDP. Oui, on n'est que sur la PDP, rien que sur la PDP, dites je jure. Donc, par rapport à ça, ce qu'il faut que vous ayez à l'esprit, c'est qu'en termes de responsabilité fiscale, ce sera toujours l'assujetti qui sera responsable. Toujours. Toutefois, partez d'un principe, c'est que vous allez vous unir à cette PDP par le biais d'un contrat. Que dans le cadre de ce contrat, il va y avoir des obligations qui découleront de différents régimes que je vais exposer un peu plus tard. Mais en ayant ces éléments, vous allez pouvoir dire, si moi, je ne peux pas être au fait et respecter mes obligations en termes de facturation et de paiement de la TVA, c'est pas de ma faute, c'est de la faute d'un prestataire qui ne serait pas, d'une PDP qui ne serait pas au sein de la FNTC. Voilà, je le dis. Bon, donc, par rapport à ça, ce qui est très important, c'est de bien distinguer et de pouvoir se dire que s'il n'y a pas de respect des obligations qui figurent dans le contrat, eh bien, la responsabilité contractuelle pourra être engagée. Et de ce fait, les conséquences fiscales, je parle bien des conséquences, je ne parle pas de la responsabilité fiscale, les conséquences liées à un non-respect fiscal pourront être endossées par la PDP. Ayez à l'esprit, c'est juste un truc basique, c'est pas du droit ce que je vais vous dire, c'est comme une forme de réassurance. C'est-à-dire que s'il y a un problème, vous pourrez demander en première garantie, justement d'engager la responsabilité de cette PDP. Il y a des sanctions. Et il y a beaucoup de sanctions, bien sûr. Des sanctions qui sont liées au non-respect de ces obligations, qui se retrouveront aux articles 1700 et quelques du CGI, je ne sais plus exactement combien. Dans l'ordonnance aussi. Oui, mais qui sont aussi liées au volet, justement, ça fait partie du concept du Code général des impôts, ça a été intégré. Voilà, donc ce qu'il faut que vous ayez à l'esprit, par rapport à tout ça, c'est que l'on se retrouve avec une responsabilité contractuelle qui doit nous permettre de couvrir justement l'irrespect de nos obligations fiscales liées au fait que la PDP a été défaillante. Ok? Ça, je pense que c'est ça le principal intérêt de passer par une PDP. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de certaines choses. Donc, les garanties juridiques des PDP, en fait, elles découlent du décret du 7 octobre 2022 et de l'article 242 nonis et suivants de l'annexe 2 au CG. Ok? Ce qu'il y a, on ne va pas rentrer dans le détail. Il y a quelques items qui vont venir. La première obligation qui va se retrouver dans le contrat, c'est la sécurité. Alors la sécurité, ça va être la sécurité par rapport à la protection des données à caractère personnel. Donc respect lié à tout cela, au règlement RGPD, au RGPD. Donc ça va falloir le mettre en place. Et puis il y aura, si la PDP recourt au service d'un prestataire d'hébergement, oui, le fait qu'on ait un label Security Cloud. Et puis, parce qu'il y a plein de et puis il y a aussi le fait d'avoir une ISO 27001. Vous le voyez, les mesures de sécurité sont particulièrement importantes. Je ne vous parle même pas du fait que pour accéder à une plateforme, il va falloir penser à l'authentification forte des différents
acteurs, des différentes personnes. Authentification forte qui va aller crescendo en termes de mise en place, mais pas que ça, de niveau. On se retrouve avec deux niveaux, un niveau de transition jusqu'à 2027, et à partir de 2027, on va attendre un niveau de garantie substantiel au sens du règlement IDAS qui est là pour nous dire qu'on a en face de soi une bonne identification, quoi. Donc c'est vraiment pour vous expliquer que la DGFiP et, je dirais, le législateur a voulu mettre en place un haut niveau de sécurité, mais c'est normal, parce que la facture est, en tant que telle, essentielle à la vie des sociétés, à la vie des entreprises, à la vie des affaires. Donc ça, c'est la première chose. Après la sécurité, nous avons, parce que là, des fois, ça dépend. Alors, dans disponibilité, oui, parce que avant c'était conformité, là c'est disponibilité, donc partez d'un principe engagement de service. Par rapport à ça, il va falloir respecter ces engagements de service, notamment par rapport à des informations relatives au traitement ou au fonctionnement de l'annuaire central. Partez aussi d'un principe, c'est que cette obligation, ce respect, peut être soumis à une obligation de résultat. Ça fait partie des éléments. Alors qu'est-ce que ça cause ? Une obligation de résultat. Une obligation de résultat, c'est lorsque l'on a une défaillance par rapport à cela, il n'y a pas besoin de dire, de prouver que on ne prouve pas le lien de causalité. En fait, ça veut tout simplement dire qu'entre on a la faute, on a le préjudice, on n'a pas besoin de dire c'est la faute du prestataire, c'est la faute de la plateforme. C'est une obligation de résultat. Obligation de moyen, il faut à la fois prouver la faute, le préjudice, c'est-à-dire qu'est-ce que ça me coûte, mais aussi de démontrer que c'est du fait d'un manquement de la plateforme. Vous voyez, c'est ça le distinguo. Obligation de moyen, obligation de résultat. Ensuite, il y a la conformité, là je suis sûr. Donc, on va faire le maintien de l'immatriculation, ça fait partie de ça. On va garantir l'interopérabilité avec les autres PDP ou le PPF, et il faudra respecter les obligations découlant du décret et de l'arrêté du 7 octobre 2022. Et enfin, le dernier, c'est la traçabilité. Alors, il est important de pouvoir démontrer comment s'effectue la transmission des données relatives au paiement ou des données propres à la transaction. Oui, parce qu'un contrat, c'est pas juste un contrat fiscal. Partez d'un principe, c'est que d'une part, un contrat, c'est pas juste un contrat fiscal. Ah, pardon, excuse-moi. Non mais quand même. Voyons. Non, c'est pas un contrat qui porte sur les obligations fiscales. Un contrat, ça peut être un contrat commercial. Par rapport à ça, si on se retrouve face à une plateforme, eh bien, on aura la loi pour la confiance dans l'économie numérique qui va trouver à s'appliquer. La loi pour la confiance dans l'économie numérique, à l'article 19, parle d'une information autour du commerçant. Et puis, vous le voyez, il y a le droit des contrats. Partez d'un principe. Je vous ai parlé de l'obligation de moyens de résultat. Mais si vous vous retrouvez avec une PDP qui vous dit, en fait, je suis lancé. Tu es lancé. Mais j'ai presque fini. J'ai presque fini. Et donc, par rapport à ça, par rapport au droit des contrats, ce qu'il faut que vous ayez à l'esprit, c'est que certaines clauses peuvent être manifestement déséquilibrées à l'encontre du client. Parce que la PDP, elle a mis en place quelque chose, elle a, par exemple, sur le fait d'avoir une preuve qui ne soit pas potentiellement rapportée par son client. Ça ne marche plus. Avant, ça marchait en B2B, mais là, ça ne marche plus. Donc, ayez à l'esprit que le droit des contrats trouve aussi à s'appliquer. Et il y a une question que je me suis posée tout à l'heure, c'est est-ce que la NIS 2 pourrait trouver à s'appliquer? Est-ce qu'une plateforme qui a en charge la facturation ne participe pas à la vie des affaires? Je me suis posé la question de l'applicabilité de tout ça. Je ne peux pas, pour l'instant, il semble que non, mais la question mérite d'être posée. Ça semble un bon sujet autour du verre de vin. Mais tout à l'heure, c'est pas tout de suite, désolé. C'est pas encore fini. C'est pas trop bien.
projet, au-delà des aspects purement réglementaires, vont proposer également des moyens. Des moyens, pourquoi? Parce que, en fait, un projet de dématérialisation, c'est pas juste calquer un process existant et on passe en dématérialisé. Il faut adapter votre organisation, il faut adapter la façon dont vous fonctionnez, dont vos équipes fonctionnent. Et pour ça, eh ben, en fait, les opérateurs, qui sont souvent des entreprises avec ce nombre de moyens, vont vous proposer une première phase d'étude, la phase de cadrage, essayer de comprendre comment vous fonctionnez pour mettre en place la solution la mieux possible, hein, pour que ça soit prêt à l'emploi le plus rapidement possible et qu'on en tire les meilleurs ROI. L'avantage également de ces plateformes, c'est qu'elles vont aussi calquer l'organisation dans la plateforme. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui va se connecter appartenant à un service ou à une société, pour un projet groupe par exemple, ne verra que ses factures, il y aura un cloisonnement, mais une personne qui est au-dessus va voir un peu plus, et puis on va monter, pour aller jusqu'à la fin à une vision globale de l'ensemble des flux, factures clients, factures fournisseurs, avec les statuts cycle de vie obligatoires, on va pouvoir dégager beaucoup plus d'informations. Et en fait, grâce à cette vision globale qui va s'adapter en fait, au métier de nos clients et au métier et aux prestations qu'ils exécutent, on va pouvoir en tirer un peu plus. Et ça, il y a des outils de BI, en faisant travailler la data. En fait, il se trouve que demain, avec les factures électroniques 100% structurées, hein, on va véhiculer plus de 40 index par facture, sans compter toutes les lignes de facture. Ces index transitent par ces plateformes SaaS qui sont ces PDP. La promesse que font ces PDP, c'est de faire travailler ces données. Et pas seulement vous donner un statut, on l'a traité, on l'a pas traité, mais c'est dire, bah, voilà, en fait, effectivement, cette facture de tel fournisseur, bah, il met tant de temps à être payé, telle facture de telle prestation, par exemple, de tel service, elle met beaucoup plus de temps à être acheminée ou elle met beaucoup trop de temps à être validée parce qu'il y a systématiquement une erreur sur le numéro de commande, ce genre de choses. Et ça, c'est des stats qu'on va pouvoir vous faire remonter grâce à cette vision globale qui est adaptée à votre organisation. Et puis, on va utiliser des solutions technologiques de SSO pour directement s'imprégner, que l'application puisse s'imprégner directement dans votre écosystème, dans l'écosystème de l'entreprise. En fait, effectivement, le principe du calendrier à plusieurs jalons, en fonction de la taille des entreprises, avec l'obligation d'émettre ou de recevoir à différents moments, va faire que, en fait, il va y avoir un double flux. Un flux électronique, un flux résiduel papier qui va continuer à subsister. Donc jusqu'en 2026, vous allez potentiellement toujours recevoir des factures papier pour les factures B2B parce que 2026, janvier 2026, c'est l'obligation pour tout le monde. Entre janvier 2025 et janvier 2026, vous allez avoir une grande majorité des PME, des TPE, des micro-entreprises qui vont continuer à envoyer les factures papier. Donc vous allez dans tous les cas, sauf cas particulier, continuer à recevoir des factures papier, il va falloir gérer ça. Pour tout ce qui est factures internationales et B2C, il y aura toujours ces flux existants papier, et aujourd'hui il n'y a pas de projet d'uniformisation mondiale, malheureusement, c'est très compliqué à mettre en œuvre, et du coup, il faut que vous trouviez une plateforme, une PDP, qui puisse gérer les deux. C'est la promesse qu'ont fait certaines de ces plateformes, qui, grâce à des moyens pour la facture fournisseur, par exemple, de sonorisation, de captation des factures, des flux papier, des flux mail, sur la même plateforme qui est PDP, vont pouvoir traiter ces flux historiques en même temps et en parallèle que les flux déjà dématérialisés et renvoyer dans ce qu'on appelle un guichet unique l'information facture, l'écriture comptable, quel que soit le format d'entrée. Pour vous, pour l'entreprise, ça n'a pas forcément l'intérêt de savoir que la facture elle est sur un EDI, en PDF ou en papier. Du moment que vous avez toutes les informations de la facture, que vous savez que c'était le numéro de commande, que la facture elle est bonne à payer, on a pu la rapprocher, et voilà. Et en fait, il faut que ce soit transparent pour vous. Et qu'en fait, ces plateformes elles vont pouvoir gérer cette décroissance, ce double flux, de façon entièrement native et transparente pour votre entreprise. C'est important parce que tout le monde va être confronté à ce cas-là, et c'est vraiment les plateformes PDP qui vont pouvoir vous proposer la solution pour répondre à cette problématique. Ça fait écho avec ce que vient de dire Quentin. Quentin il vient d'expliquer qu'on va continuer à avoir des flux papier. Donc vous allez continuer à envoyer des factures en papier, on verra à l'OCR, c'est pas un grand intérêt, mais vous allez surtout continuer à recevoir des factures papier. D'accord? Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, vous vous rappelez au début, sur la facture entrante, le poste le plus important sur lequel on va pouvoir aller travailler du ROI, c'est la validation. Ok, il faut essayer de l'automatiser. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Valider, d'abord, c'est quoi? Je reçois une facture, je prends ma facture, je vais regarder que le bon de commande que j'avais émis, que la facture correspond bien à ce que j'ai commandé. C'est normal, parce
que si on essaye de m'arnaquer, je ne sais pas moi, de 100 clous, alors j'en ai commandé 2, je ne suis pas d'accord. Donc je vais déjà contrôler ma facture. Ensuite, je vais peut-être devoir, parce que bon, je ne suis pas toute puissante au sein de mon entreprise, je vais peut-être devoir faire valider la facture par quelqu'un d'autre. Okay, et donc, avec cette validation, ensuite, je vais pouvoir dire, ok, ben, ma facture, elle est ok, ou ben non, je la refuse, je la mets en litige, etc. Donc ça, quand on va recevoir du papier, l'OCR va permettre de recevoir, donc je reçois une facture papier, je la mets dans mon scan, le scan va m'envoyer sur un email ou autre, d'accord, ou alors j'ai directement reçu une facture en email. L'OCR va permettre d'aller rechercher les données, d'extraire des données qui vont tout de suite devenir exploitables par des systèmes d'information. Et donc ces données exploitables, je vais là pouvoir les traiter, je vais pouvoir en faire quelque chose, je vais pouvoir par exemple mettre en place du rapprochement automatique, d'accord, qui va forcément amener à une validation ou à un refus automatique selon les règles métier, d'accord. Donc c'est ça l'intérêt. L'OCR ici, il va avoir cet intérêt-là. Ça veut dire aller récupérer ces flux au sein d'une même solution, comme parlait Quentin, c'est-à-dire une solution qui va concentrer les flux, qui va être capable de gérer tous ces flux pendant, dès aujourd'hui, ROI immédiat, attention, ça c'est quand même assez important, et mais aussi demain jusqu'à 2026 et après pour les factures qui proviennent de l'étranger. À savoir que je vous donne quand même d'expérience, hein, là je vous parle d'expérience, c'est pas moi qui le fais dans mon entreprise, mais d'expérience et aussi avec des clients, on se rend compte quand on parle avec les entreprises que ce rapprochement-là, le fait de contrôler que la facture correspond bien à la commande, dans les entreprises, ça représente un, voire plusieurs CDI à temps plein. Ça veut dire que potentiellement, en faisant ce type d'action, je vais libérer du temps de ces personnes qu'elles vont pouvoir, on ne va pas les mettre au chômage, hein, je suis contre ça, je vous le dis tout de suite, d'accord, mais on va pouvoir les dédier à des tâches à valeur ajoutée. Donc, comme quoi, mais plein d'autres choses. Faire du contrôle de gestion, par exemple, être sûr que tu gagnes de l'argent, tu vois, tout ça. Donc, en fin de compte, c'est là aussi où on va pouvoir aller récupérer ce ROI. Okay. Eh ben, les avantages, finalement, c'est ce que je disais. Hein. On va pouvoir faire du rapprochement automatique, aller chercher ce ROI qui est super intéressant, parce que sur la facture d'achat, le ROI, il est clairement là, hein, il est sur ce poste-là. Aller faire du rapprochement automatique. Ensuite, on va pouvoir mettre en place des workflows de validation automatique. Ça aussi, c'est quand même top, c'est quand même sympa, d'accord. Et puis, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc, valider, refuser notre facture, mettre en place les workflows de validation et aller récupérer du ROI sur ces factures entrantes, d'accord. Parce que ici, on va être vraiment sur ces solutions-là. Pour la facture entrante, le vrai ROI, on va le retrouver là. Sur la facture de vente, le ROI, on va pouvoir le retrouver sur d'autres postes, d'accord. On n'a pas cet aspect validation sur la facture sortante, on va pouvoir aller le retrouver quand on va, par exemple, sur de l'affranchissement, sur la mise en papier, tout ça, aller récupérer tous ces postes-là de facturation. Alors il est clair que c'est un service à valeur ajoutée fort que peuvent apporter les PDP. Si on fait un peu de... Quand on parle de paiement, on parle aussi bien de l'encaissement de factures, c'est-à-dire de la facture client, que du décaissement, régler les factures fournisseurs. Donc si on revient un petit peu il y a quelques années, et puis les actions qui sont en cours, autour du paiement, il y a eu vraiment des initiatives au niveau européen qui se sont mises en place. Donc sous l'impulsion du Conseil européen, il y a eu la directive de services de paiement numéro 2 qui a rendu obligatoire les banques à ouvrir finalement leurs données, ce qu'on appelle l'open banking, qui est quelque part un premier pas vers l'open finance, qui a, cette directive avait a pour but finalement de faire émerger des nouveaux services innovants autour de la donnée. C'est typiquement comme ça qu'on retrouve des fintechs qui proposent des agrégats de comptes bancaires pour proposer de nouveaux services. Et au travers de cette directive de services de paiement, émet en fait un nouvel acteur qu'on appelle le TPP, donc c'est le tiers third party provider, qui est en gros un tiers de confiance, qui lui a autorisation finalement à échanger avec ces banques. Et deux moyens de paiement, enfin deux actions concrètes sont nées de typologie de service. Donc il y a le PIS, donc c'est ce qu'on appelle le paiement d'initiation de service,
qui est globalement la capacité de faire un virement au travers de l'authentification forte auprès de sa banque, et qui revient finalement à faire un virement SEPA, mais qui a l'avantage d'être lettré automatiquement. Donc ça, c'est vraiment une innovation qui est concrète. Et on va le voir, ça a des conséquences, puisque son petit frère, qui est le virement instantané, ce qu'on appelle le C-Inst, permet à un tiers de transmettre les fonds et que ce dernier le reçoit 10 secondes plus tard. Donc il y a vraiment un intérêt fort. Ensuite, c'est vraiment quelque chose d'obligatoire. Ensuite, il y a une initiative toujours européenne, par le Conseil européen du paiement, il y a eu le SEPA Request to Pay, qui pour le coup est non obligatoire, mais qui incite et qui propose des mécanismes de mise en place pour faire le lien entre une facture et son paiement. C'est des choses qui sont déjà très communément utilisées sur l'Europe du Nord et qui permettent aussi là de faire des innovations. Et enfin, on a bien évidemment le retour d'expérience sur l'Italie, qui est déjà avec un système, alors que ce n'est pas un système en Y, c'est un système en V, qui permet en fait l'e-invoicing et qui a vu, notamment au sein des ERP ou d'autres tiers, la mise en place de services à valeur ajoutée autour du paiement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le terreau est finalement déjà présent pour une digitalisation de l'encaissement et du décaissement. Et donc, en termes d'opportunités, c'est l'opportunité tout d'abord d'intégrer des moyens de paiement digitaux nouveaux, donc ce fameux virement PDS, en complément du prélèvement SEPA ou de la carte bancaire, ainsi que la proposition de services de paiement différés ou fractionnés, plus communément connus sous les buy now, pay later. Donc ça, c'est déjà un premier bénéfice. Ensuite, il y a la maîtrise et la sécurisation des encaissements. Typiquement, le SEPA Request to Pay vous permet de définir, de répondre à votre client et de lui dire je vais payer de suite ou je vais payer à telle échéance. Ça, c'est des choses qui, en termes d'activité, sont importantes. Il y a bien évidemment les envois d'emails ou de SMS pour prévenir, relancer ou recouvrir une facture. Donc ça, c'est des choses qui sont pertinentes. Et enfin, il y a le virement instantané qui, là encore, vous donne une totale sécurisation de l'encaissement puisque la personne s'est authentifiée fort, le virement est considéré comme non récupérable. Voilà, ça c'est vraiment un bénéfice qui est important. Enfin, le dernier axe, c'est faciliter la réconciliation. Puisqu'on est dans un monde totalement digital, on va pouvoir plus facilement faire l'association entre la facture et son paiement, et la facture et son encaissement. De cette façon, les états comptables seront facilités. Donc, in fine, par rapport à ça, on voit des bénéfices en termes de ROI immédiat. C'est pour les trésoriers, la gestion un meilleur prévisionnel, globalement, prévisualisation d'encaissement, meilleure visibilité, réduction des coûts opérationnels, puisqu'on réconcilie de façon automatique, réduction des délais de paiement, puisqu'on a des moyens de paiement avec le SEPA PDS instantané, et aussi on a un renforcement de la relation, puisqu'on peut interagir entre le client et son fournisseur pour mieux finalement offrir des alternatives et éviter d'avoir une relation qui est un peu distendue. J'ajoute aussi qu'en termes d'opportunités, il faut que technologiquement, l'IA, l'intelligence artificielle, va prendre une place de plus en plus prépondérante, et donc notamment sur le process order to cash, cette automatisation, ça va s'accélérer. Donc ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les PDP vont apporter ce type de bénéfices directs, et aussi que le statut typiquement encaissé est un statut obligatoire au sens de la loi. Et donc accélérer et être en capacité de proposer ce type de service va aller dans le sens de faciliter la vie. Pour résumer, donc pour reprendre un petit peu tout ce qu'on a dit, vous vous rappelez, on l'a dit au début, c'est une contrainte parce qu'on est obligé de le faire. C'était peut-être pas le moment qu'on avait choisi pour le faire, mais on va devoir le faire. Donc pourquoi se faire accompagner par un prestataire privé on l'avait dit la dernière fois, aujourd'hui personne ne peut se revendiquer PDP puisque les immatriculations ont commencé. Voilà, les dossiers seront déposés en mai. Mais en tout cas, aller étudier, aller se renseigner, c'est important. Pourquoi? Qu'est-ce que peuvent vous apporter ces prestataires-là? Vous l'avez à l'écran. D'abord, une expérience dans la gestion de projet. Je pense que nombre d'entre vous le savent. Mettre en place ce type de projet, on l'a dit tout à l'heure, les entreprises elles-mêmes, déjà, elles vont devoir penser à la conduite du changement. C'est déjà un gros morceau.
Et puis en plus, il va y avoir tout l'aspect technique derrière à gérer. Donc un prestataire, il va pouvoir venir accompagner là-dessus. La gestion de projet, la planification. Ça va être aussi le rôle de votre partenaire. Finalement, ça va être de vous dire, déjà de savoir vous accompagner sur les aspects de la réforme, par exemple vous aider sur l'identification des cas d'usage auxquels vous pouvez être soumis, etc. Et puis voir avec vous votre calendrier, c'est-à-dire à quelle date est-ce que vous êtes soumis et comment est-ce que lui va pouvoir vous accompagner pour vous assurer votre mise en conformité aux dates auxquelles vous êtes soumis, puisque vous allez forcément être soumis à la réception en 2024, puis ensuite à l'émission. D'accord? Donc vous faire un calendrier, on va dire, adéquat à votre entreprise, à vos besoins, mais aussi au temps que vous avez. Parce que ce type de projet, il se mène à deux. Votre partenaire, le prestataire que vous allez choisir, ne pourra pas tout faire tout seul. Donc ça va être un travail d'équipe. C'est important aussi la confiance. Hein, on parle ici, on parle souvent de confiance numérique, on parle de fédération des tiers de confiance numérique, mais il y a aussi la confiance dans le travail, et ça c'est important. Et puis, la mise en place progressive, comme on l'a dit. Le risque principal qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est celui de ne pas s'y prendre suffisamment à l'avance. Si je ne m'y prends pas suffisamment à l'avance, je vais certainement échouer dans la conduite du changement auprès de mes utilisateurs. Je ne vais pas fédérer mes équipes autour de moi pour mener ce changement. D'accord? Donc il risque d'y avoir, comme je dis, je ne sais pas si on utilise ce mot ici dans le nord de la France, mais des cafouillages. D'accord? C'est jamais très bon. Surtout en facturation. Hein. Donc c'est jamais une très bonne nouvelle. Une mise en place progressive, ça va permettre justement d'aller fédérer les équipes petit à petit. Je vais pouvoir commencer par exemple, soit par un certain nombre de factures de vente, soit par un certain nombre de factures d'achat, et je vais y aller progressivement. Et ça va être le rôle aussi de votre partenaire de vous dire, voilà, nous on vous propose d'abord d'aller dématérialiser ce flux-là, puis ensuite on continuera avec celui-là. Ça va permettre à vos équipes aussi, petit à petit, d'être ramenées dans le sujet. D'accord? Voilà. En fait, les délais sont maintenant les plus ténus. C'est maintenant, pour les personnes qui doivent mettre en place un projet en relatif à la facturation électronique, je pense qu'en ayant écouté tout ce qui a été dit, vous vous dites d'une part qu'il y a une maturité de la part de l'écosystème. Les immatriculations ne sont pas encore là, mais elles sont en train de se préparer. Il y aura pas, c'est un faux débat. Donc, il faut avancer, éviter certains écueils qui sont la tergiversation. On parlait de cafouillage, je pense que c'est valable pour le nord comme pour le sud. Donc on va éviter un petit peu de tergiverser, c'est maintenant qu'il faut faire les choses pour éviter qu'au moment où nous devrions être prêts, eh bien on se retrouve avec une cote mal taillée ou quelque chose qui ne correspond pas expressément à votre besoin. Je pense que c'est ça l'objectif de tout ce que nous sommes en train de dire. Ouais. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ce sujet. Oui, il y a un point que j'ai oublié de dire, c'est qu'il n'y a pas de solution sur étagère. Si vous commencez à vous dire, je vais prendre quelque chose, une offre standard et basta, ça peut marcher si vous êtes sur une petite PME ou quoi que ce soit, une petite, même pas une grosse, hein. Une petite PME ça peut marcher, mais dès le moment où vous avez des process comptables qui vont être dédiés à votre secteur ou à votre situation particulière, vous ne pourrez pas vous cacher derrière le standard. Ouais. Voilà, donc je pense que c'était un point important, et puis bon, comme on le dit si bien ici, Jean-Claude Van Damme Forever. Soyez aware. Oui, c'est je rajouterai sur ce que vient de dire Pascal, j'allais dire Jean-Paul, je ne sais pas pourquoi. Pascal. Ce que vient de dire Pascal, sur le fait qu'il n'y a pas de solution sur étagère, dans le sens, même en... Je vais vous prendre un exemple tout simple. Un agriculteur, d'accord, lui par exemple, il est soumis à des cas d'usage spécifiques, d'accord, avec sa coopérative qui génère les factures pour son compte.
Donc vous voyez, même vraiment une micro-entreprise va être soumise à des cas d'usage sur lesquels peut-être des solutions sur étagère ne pourront pas répondre. D'où l'intérêt de se préparer. Parce que les professionnels du secteur ne pourront pas tout faire. D'accord ? Ils pourront bien évidemment faire une remise en beauté, quelque chose comme ça à 90%, mais il restera quand même 10% à faire par les entreprises, donc c'est très important.